Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Action gouvernementale numéro 13. Bienvenue à notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement. Le Mali roule-t-il sur l'or? Oui, si l'on s'en tient au sens des mots et non de l'expression. Avec d'importantes réserves et une production qui avoisine les 50 tonnes par an, le pays occupe le rang de 3e producteur en Afrique, l'or qui ne constitue d'ailleurs qu'une des ressources d'un riche potentiel minier encore mal exploité. Qu'en est-il de ces autres richesses de notre sous-sol, notamment du pétrole qui suscite tant d'espoir et de convoitise? Les zones de production aurifères sont-elles victimes de ce que l'on appelle la malédiction des ressources du sous-sol en Afrique? Nous poserons bien évidemment la question à Cheikhna Seydi Ahmadi Diawara, le ministre des Mines et l'invité de ce 13e numéro de Action gouvernementale. Merci donc, monsieur le ministre, d'être là pour répondre à nos questions. Avec moi pour vous poser des questions, donc, Sidiki Dambélé. Sidiki, bonsoir. Bonsoir Yaya, bonsoir monsieur le ministre. Yaya vient de le dire, monsieur le ministre, le Mali a un sous-sol riche, très riche, le potentiel est là. Malgré tout, notre pays est classé parmi les plus pauvres au monde. Comment comprendre qu'on soit à ce niveau de développement? N'y a-t-il pas là un paradoxe? Le Mali roule-t-il sur l'or? Le Mali a-t-il les ressources qu'on lui prête? Effectivement, ce pays a un potentiel qui est important, un potentiel qui est fondé sur sa situation géographique qui lui fait profiter des formations géologiques du Birimian de l'Afrique de l'Ouest, qui sont connues déjà au Ghana depuis très longtemps et qui sont connues aussi dans tous les pays qui nous entourent. Alors, la question c'est de savoir pourquoi nous sommes si riches théoriquement oui, et si pauvres quand même. Oui, le paradoxe, je vais y venir. C'est paradoxal. C'est vrai, c'est paradoxal. Mais je dis seulement on serait encore beaucoup plus pauvre si on n'avait pas ces ressources. Le Mali a beaucoup de ressources minières, mais le Mali n'exploite pour le moment que l'or. Et l'or représente, comme vous l'avez dit au début, 70% de nos exportations aujourd'hui. Ils apportent, en termes de recettes d'exportation, quelques 950 milliards de francs CFA et représentent 25% des recettes fiscales du Mali. Alors, donc on en tire beaucoup. On en tire 25% de nos recettes fiscales. Sans l'or, on n'aurait pas ces 25% de recettes fiscales. L'or a d'autres impacts au Mali, parce qu'il y a les emplois, il y a les fournitures locales au secteur minier, et il y a tout l'effet d'entraînement sur l'économie nationale. Donc sans l'or, nous n'aurions pas tout ça. Alors le paradoxe, on l'affiche souvent, mais c'est par rapport à des pays où il y aurait, comme la RDC, pour ne pas citer, des richesses autres que l'or qui sont exploitées, qui génèrent beaucoup d'argent, mais qui ne profitent pas à l'économie nationale. Quand vous regardez par rapport aux pays qui nous entourent, alors le potentiel est là, il est vrai. Mais l'exploitation de l'or seule ne peut pas changer la vie, fondamentalement les conditions de tous les Maliens ne peuvent pas entraîner toute l'économie malienne. Alors pourquoi avoir jeté notre dévolu sur l'or? Le dévolu sur l'or n'est pas un choix, c'est une obligation. Parce que nous sommes dans un pays où il y a très peu d'infrastructures, on ne peut pas transporter le minerai de fer, nous avons de la bauxite, nous ne pouvons pas transporter la bauxite, nous ne pouvons pas la transformer sur place, c'est la même chose pour le fer. Mais vous verrez, parce que vous dites qu'il y a d'autres questions, donc je ne vais pas anticiper sur toutes vos questions. Mais est-ce que quelque part le potentiel là n'est pas mal exploité? C'est pas ça? Le potentiel n'est pas mal exploité. On ne fait pas si mal que ça. Vous avez un pays où on ne parlait pas du secteur minier il y a une vingtaine d'années. Historiquement, nous avons des ressources minières. Historiquement, l'or est lié à l'histoire du Mali.
est intimement lié à l'histoire du Mali, à la culture malienne. L'histoire du Mali, le commerce transsaharien était basé sur l'or et le sel, essentiellement. Alors, donc, et on se rappelle le fameux voyage de Kankou Moussa. Qu'on rappelle assez souvent. Je crois qu'on fait un peu mieux. On fait un peu mieux parce qu'on exporte de l'or, c'est connu ce qu'on exporte et c'est visible sur les finances publiques. Et c'est visible à travers l'économie nationale, l'impact est largement visible, perceptible. Donc on fait mieux que cette époque. Pas pour les Maliens moyens. Oui, pour le Malien moyen, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue minier qu'il faut renforcer, il y a une communication qu'il faut assainir, il y a un débat qu'il faut clarifier, effectivement, pour que ce soit perceptible, accessible. Mais il y a aussi beaucoup d'attentes. L'attente est tellement élevée et qu'il y a beaucoup d'appétits contrariés aussi, c'est vrai, qui font que on devient agressif par rapport à ce secteur et les acteurs ne s'écoutent pas. On passe beaucoup plus de temps à se bagarrer, à se chamailler, plutôt qu'à s'expliquer et à tirer vraiment profit de ce secteur, à regarder ce qui nous manque et combler les gaps. Alors, le paradoxe, on l'affiche parce que, imaginez qu'on n'ait pas l'or, qu'on n'ait pas cette extraction d'or que vous citez. La crise de 2008 a frappé tous les pays qui étaient autour de nous. Le Mali s'en est très bien tiré. Regardez les statistiques, regardez les comptes, vous verrez que c'est grâce à l'or. La crise de 2012, 2013, jusqu'à maintenant, l'économie malienne est soutenue essentiellement par l'or et quelquefois, quand la pluviométrie est bonne, par l'agriculture, mais essentiellement par l'or. Cette économie est en train de se diversifier, mais c'est l'or qui a tiré jusque-là les finances publiques pour permettre à l'État de faire face à ses obligations. Alors, qu'est-ce que l'État fait justement, Monsieur le ministre, des revenus de l'or? Est-ce qu'il y a une désignation particulière? Expliquez-nous où est-ce que ça va là. Non, jusque-là, il n'y a pas eu de destination particulière. Ça va dans... Vous payez les salaires avec, vous construisez des routes, vous faites quoi avec? Mais on fait tout avec. Ça va dans le budget, donc ça sert à payer les salaires, et ça sert à financer l'économie, l'activité gouvernementale et tout ce que vous voulez, les écoles. Donc, les revenus publics, ça va dans les recettes publiques. Alors, vous étiez en train de nous parler tout à l'heure des chiffres. Qu'est-ce que l'or fait entrer, grosso modo, dans le budget malien par an? En moyenne, entre 200 et 250 milliards de francs CFA par an. C'est ce que l'or rapporte au budget malien. Donc, si vous prenez les ventes totales qui tournent autour de 1000 milliards de francs CFA, 980, 950, un peu plus quelquefois, un peu moins quelquefois. Et vous enlevez les charges, les coûts d'extraction. L'or aujourd'hui à $1 200 l'once. Les coûts d'extraction au Mali tournent autour de la moitié, donc vous enlevez 50%, vous êtes à peu près à 50 milliards, vous avez la moitié qui revient au Mali. Hein? C'est ça que les gens oublient, parce que quand on en parle, on prend généralement le chiffre d'affaires global, oui, et puis on dit le Mali n'a que ça. Voilà, justement, voilà. Monsieur le ministre, il y a toutes ces campagnes des ONG autour de la transparence, donc des fonds issus de l'extraction des ressources minières. On va souvent y faire allusion. Ces ONG, comment est-ce que les gouvernements les considèrent? Comme des empêcheurs de tourner en rond? Non, pas du tout. C'est des partenaires et puis c'est des relais d'opinion. Et généralement, leur crédibilité internationale fait ce qu'ils disent, si c'est conforme aux chiffres que nous avons, que nous partageons d'ailleurs avec elles, ces ONG, nous facilite la tâche. Effectivement, ça donne une visibilité au Mali et un certain statut. Et pour la petite histoire, l'ONG qui a fait la publication récente sur l'or et puis qui est relayée parce qu'ils ont de l'audience par Jeune Afrique, par la presse nationale, cette ONG siège dans le comité de l'ITIE avec nous. C'est publier ce que vous payez, pour ne pas dire son nom. Alors, donc, est informé des mêmes chiffres que nous avons. Sur certaines questions, elle a raison, parce que
soulève des questions que nous sommes en train de traiter dans le cadre de la révision en cours du Code minier. Ça, c'est la stabilité des termes des conventions et surtout le régime fiscal et douanier, parce que le Mali, dans le Code de 91, donne 30 ans de stabilité. Et dans tous les codes d'ailleurs qui ont suivi, et pratiquement, et je crois dans celui de 2012, c'est 25 ans pour le BIC, mais on peut ramener ça à des délais beaucoup plus courts dans les codes à venir. Là, ils ont raison. Mais sur les exonérations, l'exonération pendant l'exploration et la pratique dans le secteur minier, partout. Parce que l'investisseur vient, c'est un investissement à risque, n'est pas sûr du résultat investi, donc on lui facilite, on est en concurrence. Donc ce qu'il considère comme un manque à gagner pour l'État, vous ne considérez pas comme un manque à gagner? Ce n'est pas un manque à gagner parce que s'il n'y avait pas l'activité, il n'y aurait pas d'exonération. Et sans l'exonération, personne ne viendrait et il n'y aurait pas d'activité. Donc ce n'est pas un manque à gagner. C'est une incitation pour que l'opérateur vienne investir dans le risque. Monsieur le ministre, voilà. C'est vrai, mais il y a les ONG, il y a aussi les défenseurs des droits de l'homme. Quand la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, vous dit par exemple l'or au Mali n'est pas l'or du Mali, et encore moins l'or des Maliens. Que répondez-vous? Mais je dis seulement que la FIDH ne sait pas. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est au terme des enquêtes que nous avons effectuées sur le terrain ici. Non, je veux dire que c'est péjoratif, c'est exagéré. C'est tout ce que je peux dire. Parce que l'or du Mali, c'est l'or des Maliens. On peut dire, on pourrait en profiter plus, mais on aurait pu en profiter plus si on avait l'investissement à risque, si on avait des opérateurs miniers maliens qui pouvaient investir dans ce domaine, prendre tous les risques de l'exploration, qui étaient adossés à toute la logistique qu'il y a derrière les sociétés minières pour faire l'exploitation, pour faire le raffinage, pour faire la vente. On ne serait pas cherché En fait, mais quand on dit que la promotion de l'or pour l'investissement ne s'adresse pas à l'investisseur étranger spécifiquement. Il s'adresse à tous les investisseurs, y compris les Maliens. Quand vous regardez le secteur de l'or, dans le détail, et moi je l'ai fait au niveau de ce qu'on appelle le core business, donc l'activité principale minière strictement. Là, ça, c'est les chiffres que je viens de vous donner. C'est 70% des exportations, c'est 25% des recettes fiscales, donc c'est important. C'est beaucoup d'emplois. Mais maintenant, dans le secteur des services, il m'est arrivé ici, dans une étude en 2009, avec le Foreign Investment Advisory Services de la Banque mondiale, donc la SFI, et de recenser une centaine d'entreprises, les plus importantes au Mali ici, et en leur posant deux questions, entre autres. Après leur chiffre d'affaires, je leur pose la question, qu'est-ce que l'industrie minière représente dans ce chiffre d'affaires? C'est entre 50 et 70%. Et je leur demandais, si on fermait les mines aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Elle me répondait, en 2009 en tout cas, mais le lendemain, nous plions bagages, c'est-à-dire que nous arrêtons. Alors là, il y a de grosses entreprises étrangères là-dedans, comme la malienne l'automobile, la manutention africaine, CFAO, mais il y a aussi des entreprises maliennes, comme Sogetra, que les gens ne connaissent pas, qui sont des entreprises de logistique, qui tirent énormément d'argent de l'or. Nous l'entendons bien, mais pour revenir quand même à l'esprit de la question de Sidiki, et je la pose d'une autre façon, il se dit aujourd'hui que l'or du Mali profite plus aux multinationales qu'à notre pays. Vrai ou faux? Je ne dirais pas que c'est vrai, je ne dirais pas que c'est faux. Je pense que c'est ni vrai ni faux. Non, ce n'est ni vrai ni faux parce qu'on a fait des codes. Nous avons fait des conventions types. Et ça, c'est spécifique au Mali. D'autres pays ont suivi. Nous avons fait des conventions types. Qui datent de quand? De quelle année? Des années de 91. Des conventions types qui ont été approuvées par l'Assemblée nationale.
donc qui sont adossés au code minier. Et il y a même très peu de marge de négociation par rapport à ces conventions type. Et des conventions qui sont signées bien avant l'exploitation minière. Donc nous sommes d'accord avec ces compréhensions. Nous sommes d'accord avec le partage des revenus. Avant les conventions et les sociétés anonymes concrètes, la seule mine qu'on avait, c'était la mine de Kalana, où on avait 100% de l'exploitation de Kalana. Mais cette mine n'était pas profitable. Est-ce que ça appartenait aux Maliens? C'est une mine qui était censée faire un certain productible, au minimum 1 tonne par an. Elle n'a jamais dépassé les 300 kilos par an. Après avoir fait 500 kilos la première année, sinon elle est tombée à 300 kilos, après la mine était noyée. Mais ça nous appartenait à 100%, on perdait de l'argent avec cette mine. Monsieur le ministre, personnellement, vous n'avez pas envie d'avoir un peu plus de cette manne-là aujourd'hui? On peut en avoir plus, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des pays qui en avaient et qui ont même renoncé à leur participation dans le capital des sociétés. Le Ghana, par exemple, s'est complètement retiré du capital. La Tanzanie s'est retirée. Le Mali, on a voulu imposer ça au Mali dans les années 90 et nous avons résisté à l'époque pour que le Mali restât dans le capital. Et dans les termes de référence de la révision actuelle du code minier aussi, c'est l'un des principes qui reste, c'est-à-dire qu'on va rester dans le capital des sociétés minières. Et on y est. Mais avec quel pourcentage, monsieur le ministre? On y est pour 10% gratuit, avec la possibilité d'aller jusqu'à 20% en numéraire. Mais il y a aussi un malentendu qui est assez courant, c'est qu'il n'est pas interdit au Mali de décider de prendre un gisement et de dire on va exploiter par nous-mêmes, si on en a la capacité. Le problème, c'est qu'on n'en a pas. On n'a pas les capacités financières, on n'en a pas les capacités techniques, donc on est obligé d'aller au partenariat. Donc on est obligé de travailler à ces conditions-là avec les partenaires? Ou bien les conditions peuvent évoluer favorablement pour nous? Obligé, pas dans le sens où peut-être je perçois dans votre intonation. Absolument. Oui, c'est ça le sens. Oui. On est obligé parce qu'on fait la politique de nos moyens. On fait la politique de nos moyens. Il ne sert à rien d'avoir une Mercedes dans le garage quand on n'a pas de permis de conduire et quand on ne sait pas conduire. On va marcher à pied. Hein? Donc, on est obligé de partager. Les investisseurs, on va les chercher. Hein. On va les chercher, on les convainc, on leur parle du Mali. On leur vend le Mali, on les prie de venir pratiquement. On ne vend pas le Mali parce que... Non, vendre c'est pas péjoratif cette fois-ci. Au pied de la lettre, on ne vend pas. Même si quand l'État prend seulement 20%, les 80% reviennent à cette société-là. Quand l'État prend, par exemple, 20%, oui. Les 80% reviennent à cette société-là. Ce que vous ignorez, c'est que l'État prend 20%, ces sociétés prennent 100% de l'investissement. 100% de l'investissement, ce sont les sociétés. L'État ne dépasse pas 1 franc dans l'investissement? Non, l'État ne dépense pas 1 franc dans l'investissement, sauf les anciens travaux que nous avons effectués, que nous évaluons réputés tant, et on achète des actions avec. Et nous participons au capital. Il n'y a que le code de 2012 qui a instauré le fait que pour la participation au capital, ce sera à la valeur du marché. Donc il faut faire l'évaluation de la société pour définir le mode d'acquisition des actions en numéraire. Alors, monsieur le ministre, on est dans ce processus. Sinon avant, même les 10% supplémentaires, on les achetait sur la valeur du capital commercial. Alors, quand votre prédécesseur au département des mines, à l'arrivée de IBK, a annoncé qu'on va, s'il le faut, revoir les contrats miniers, la déclaration avait suscité beaucoup d'espoir chez les Maliens. Donc, il ne faut pas en attendre grand-chose. Les contrats miniers, on les voit en permanence. On les revoit en permanence. La législation minière, surtout, qu'on revoit en permanence. Effectivement, on a le droit tout le temps d'auditer les sociétés minières. Il y a différents types d'audits qui sont effectués déjà systématiquement, mais on peut,
À l'exemple de la RDC ou de la Guinée ou même de l'Australie et d'autres pays qui ont décidé de faire un audit, une évaluation des contrats miniers pour pouvoir les renégocier éventuellement, s'il s'avérait que ces contrats étaient mal écrits, Vous êtes dans cette logique? mal justifiés. Vous êtes dans cette logique? Moi, je ne suis pas dans cette logique spécifiquement. Vous n'allez pas renégocier le contrat minier? Non, les contrats actuels, qui sont à 8 ans de leur fin de contrat et qui sont sortis déjà de la phase d'exonération, je ne vois pas ce qu'on peut négocier. Ces contrats non plus, sauf que nous-mêmes, sur certains contrats, on a donné des avenants où on a considéré des mines à l'intérieur de certaines conventions déjà comme de nouvelles mines, donc qui bénéficient encore d'une période de renégocier d'exonération pour pouvoir faire l'investissement, exploiter ces mines-là. En fait, un État ne doit pas remettre ses engagements en cause lui-même. Ça lui enlève de la crédibilité en termes de destination et de financement. Je vais vous dire une autre raison pour laquelle il faut être prudent dans ces questions-là, c'est que alors, je n'ai pas d'exemple de pays autour de nous, les pays que j'ai cités, il n'y a pas de renégociation qui soit arrivée à terme et qui ait été profitable aux pays concernés. Regardez en RDC, regardez en Guinée, Simandou, ils ont renégocié, mais jusqu'à présent, on n'a pas exploité, et parce que c'était profitable, exploitable au moment du super cycle des ressources naturelles, quand les prix étaient au plus haut. Maintenant, on est dans le creux. Hein? Le Niger l'a fait avec Areva. Oui. Est-ce que le grand projet du Niger sur l'uranium a pris son envol? Je ne crois pas. Areva, bon, suivez, regardez. Aujourd'hui, l'uranium est en train de repartir. Peut-être que ça va repartir. On peut toujours améliorer. On peut améliorer les contrats, mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Pour des conventions où il reste 8 ans, si on commence, les 8 ans risquent de finir avant qu'on aboutisse à quelque chose. Quand on signait ces conventions-là, l'once était à $800, $600, mais aujourd'hui on est à... c'était à 400. À 400. Oui, aujourd'hui on est à $1,200. Oui, mais on en profite puisqu'on a les dividendes. On a les dividendes, nous. Avec s'il y a le profit sur nos actions, on a les dividendes. Alors, il y a un autre facteur, parce que les sociétés qui sont chez nous sont des sociétés qui sont aussi, disons, courtisées par tous ceux qui sont autour de nous pour aller investir sur des cibles qui ressemblent aux nôtres. Parce que, vous voyez, le Mali est un pays continental à 1000 km de tout port, mais qui a réussi à attirer les plus grosses sociétés minières au monde ici, qui sont rentrées par le Mali. Ils ne sont pas rentrés par la côte, ils sont venus au Mali, directement au Mali pour investir au Mali. Parce qu'il y a une première société qui est venue à la suite d'un projet PNUD, qui a trouvé que tout ce qu'on avait comme base d'information, tout ce qu'on donnait comme information sur nos ressources, et que nous maîtrisions nous-mêmes, parce que l'exploration était faite par les Maliens, les données étaient organisées par les Maliens, la promotion était faite par les Maliens, et l'environnement était propice, ça a attiré d'autres sociétés. C'est par l'exemple qu'on attire. La façon dont on traite ces sociétés, c'est le message qu'on envoie au monde de l'investissement et dans tous les domaines. Pas seulement et c'est ce qui rassure les partenaires, c'est ce qu'ils font qu'ils viennent, c'est ce qu'ils font qu'ils restent. Ça, c'est dans tous les domaines. Alors, Monsieur le ministre, il faut bien qu'on termine sur ce sujet. Maintenant, moi, je voudrais qu'on dise un mot des entreprises nationales. Les multinationales s'en sortent très bien. Est-ce que les Maliens qui sont dans le secteur s'en sortent aussi bien que ça? Alors, les Maliens qui sont dans le secteur, il y en a de plusieurs types. Hein? Il y a ceux qui sont dans les mines industrielles, je crois qu'il y en a un seul, qui est là depuis 1995 au moins, hein, qui est là parce que je crois que j'avais reçu son étude de faisabilité en 1996 pour 80 tonnes.
d'or qu'ils devaient exploiter. J'en ai parlé d'ailleurs avant d'aller pour l'inauguration de Sadiola. Alors cette mine a été inaugurée seulement en 2012. Regardez la distance. Et a produit pendant quelques mois. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté. Bon, c'est arrêté pour des difficultés techniques de conception de la mine et de maîtrise de la ressource. Parce qu'il y a une dilution du minéral. Nous parlons bien évidemment de Wassoulor, ce n'est pas un signe... je ne cite pas les noms dans ce cas-là. Je vous laisse la paternité. D'accord, mais que faites-vous pour l'accompagner? C'est un opérateur que j'ai appelé à l'époque notre avant-centre, en lui disant qu'on va lui faire des passes pour qu'il marque des buts. Je le taquine encore aujourd'hui quand je le vois. Je dis on vous a fait beaucoup de passes, mais vous n'avez pas marqué de but jusque-là. Un signe de l'échec des nationaux? Non, ce n'est pas un signe de l'échec. C'est un signe de la difficulté du secteur. Moi, j'apprécie beaucoup tout ce que ce monsieur qu'on n'a pas cité fait. Qu'on a quand même cité. Voilà, que vous avez cité. Et il se bat énormément dans un secteur très difficile. Et il mérite d'être soutenu. Et comme tous les autres opérateurs miniers nationaux, d'ailleurs, je pense que c'est le rôle de l'État de soutenir tous les opérateurs. Bon, maintenant, s'il y a d'autres aspects, c'est géré ailleurs, mais vraiment, je crois que l'État doit être impartial et soutenir tous les opérateurs miniers, tous ceux qui viennent pour investir dans notre pays. Oui. D'accord. Sur la question, le président Ibeka s'était engagé à créer 16 mines d'ici la fin de son mandat. Si on fait le calcul aujourd'hui, on est à 9 mines, moins les 2 qui vont fermer, qui ont fermé déjà. Croyez-vous capable de relever ces défis? Alors, il reste quand même 2 ans avant la fin du mandat. On est en train de se battre pour lancer un certain nombre de mines. Et 16 mines, je présume qu'il ne s'agit pas de 16 nouvelles mines. S'il faut passer de 10 qu'on a à 16, on n'y arrivera peut-être pas. Mais peut-être au moment où il le disait, il se fondait sur le fait que l'or était à $1 800 l'once. Il se fondait sur le fait que toutes les ressources minières étaient ce qu'on appelle le super cycle minier, où tout le monde veut investir, et dans l'or, et dans le pétrole, dans le fer, et partout. Et la demande chinoise est en train de tirer, la croissance chinoise est à 2 chiffres, le Brésil est à 2 chiffres, la Chine à 2 chiffres, tous les BRICS, quoi. La Russie est à 2 chiffres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez tous ces pays qui étaient les pays qui tiraient l'industrie minière, aujourd'hui qui sont dans le creux de la vague. Donc l'industrie est dans le creux de la vague. Peut-être les 16 mines, on les avait, mais vous savez, quand le prix de l'or chute, des mines, ça disparaît au fur et à mesure. Surtout les projets miniers, les projets avancés, ce qui était rentable de mettre en production, qui intéressait les investisseurs, on s'en débarrasse. Ça devient un projet en ce qu'on appelle care and maintenance. Et puis, il y a d'autres projets qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, on a de gros projets. On a FECOLA, qui est un gros projet. On a Yanfolila, qui est un bon projet, sur lequel on est en train de travailler. Donc, ça, c'est des projets qu'on va essayer de faire avancer. Siama aussi, le souterrain, qui peut venir dans les délais que l'on cite, mais c'est des projets importants. Alors, si on ne le fait pas en nombre de mines supplémentaires, on le fera peut-être en ressources supplémentaires. Et puis il y a Sadiola, sulfuré aussi, qu'on pourrait lancer d'ici. Monsieur le ministre, je propose qu'on passe à un autre thème, vu que le temps y file énormément. Alors, parlons développement local, monsieur le ministre. Les populations, à la base, les populations des sites qui abritent donc ces mines, elles se plaignent beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait un faux procès aux entreprises, aux multinationales, aux entreprises qui font de l'extraction de l'or notamment? Est-ce que vous avez l'impression qu'on leur fait un faux procès par rapport au développement local? Pas du tout. Même les entreprises même sont conscientes qu'on ne leur fait pas un faux procès. J'étais à la conférence de Cape Town à Indaba
Et j'ai entendu les responsables des entreprises qui sont chez nous ici dire elles-mêmes qu'elles ne font peut-être pas suffisamment dans ce sens et qu'elles devraient faire plus. Et vous êtes convaincu qu'elles ne font pas suffisamment? Oui, mais je suis convaincu qu'elles peuvent faire plus. Elles font beaucoup, mais peut-être qu'elles sous-estiment nos difficultés et la détresse de ces populations dans ces conditions-là, et puis le contraste que ça crée entre la mine et puis la prospérité d'une mine et la misère. Voilà, la misère autour. Et le dégât que ça fait dans l'opinion et tout ça, peut-être qu'elles sous-estiment. Mais la faute à qui, monsieur le ministre? Les populations en veulent à l'État, parce que l'État négocie en leur nom. Je vais vous expliquer. C'est la faute à tout le monde. Honnêtement, ce n'est pas au niveau des négociations qu'il y a un problème. Parce que les fonds sont prévus et les fonds sont transférés aux collectivités locales. Et les fonds existent dans les zones minières. Quand on a fait l'exercice à Kéniéba, nous avons constaté effectivement que au niveau du PDSEC, le développement communautaire à partir des mines n'est pas pris en compte ou n'est pas suivi suffisamment. Mais au-delà des fonds même, nous pensons qu'il y a un problème même dans notre planification du développement local. Parce que même les acteurs locaux qui sont là-bas, du fait qu'on parle d'alignement, ils vous parlent plus de la politique nationale que des questions spécifiques à la localité. Local. Nous, on était à Kéniéba, on avait beaucoup de peine à ramener les gens sur les questions, les problèmes qu'il y avait à Kéniéba, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité pendant qu'on était là-bas. Mais on parlait de l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, de l'OMVS, on parlait de 15% que le président de la République a bien voulu accorder au secteur de l'agriculture. Mais spécifiquement de Kéniéba, on n'en parlait pas beaucoup. Les populations locales elles-mêmes n'en font pas leur problème selon vous? Non, les populations locales, bien sûr. Je parle des structures déconcentrées et je parle des représentants des élus locaux, de tout ce qui était là-bas, des acteurs du développement au niveau local. Même les ONG qui étaient là-bas nous parlaient de PDSEC. On a voulu nous parler de comment on développe le PDSEC en général. Nous, on a insisté pour qu'on nous parle du PDSEC de Kéniéba. C'était ça l'objectif. Le CEL de Kéniéba, donc qui reçoit, on a un peu fait le décompte, entre 3 et 4 milliards de francs CFA en 2014. Et que les communes reconnaissent avoir reçu parce qu'ils ont cité, mais où il y a des problèmes cruciaux d'utilisation d'eau et d'électricité. Il y a aussi des problèmes de gestion, effectivement, parce que c'est un contrat qui relève d'un contractuel, ça ne relève pas de EDM, la zone. Donc l'argent là est mal géré, c'est ça? L'argent des industries. Je ne dirais pas ça. Ce n'était pas l'objectif de l'atelier que nous avons fait. On ne parle pas de l'atelier, on parle de la chose elle-même. Insuffisant et mal géré. Moi, je parle du développement communautaire. Oui. Et je parle du document. Oui, quand vous allez à Morila ou à Sadjola, vous allez par avion, vous allez par hélico. Il n'y a même pas de route dans ces localités-là. Écoutez-moi, quand on prend une idée, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Oui, on parle de la même chose. Non, on parle de l'efficacité. Vous savez, quand on regarde dans le rétroviseur, on recule. Alors, ce qu'il faut, c'est les moyens existent. Parce qu'on parle de 2014. Il y a des problèmes qui sont en face de nous. On s'attaque aux problèmes où on va chercher des pouces sur la tête des gens en disant mal géré. Moi, mon problème, c'est pas ça. Moi, mon problème, il y a des ressources. On a le PDSEC. Dans la législation, on a prévu qu'au niveau de l'étude d'impact environnemental, il y a un plan de développement local pour chacune de ces communes-là, négocié entre l'opérateur minier et les communautés, signé et annexé à la demande de titres pour l'exploitation. Sans l'intervention de l'État. L'État assiste les communautés, l'État est protecteur des communautés. Ça, il ne faut pas oublier ça. Toutes les structures de l'État assistent les communautés dans ces négociations-là. Et il y a la DENACPN qui approuve donc le processus l'EIS, l'étude d'impact environnemental et social, le plan de gestion environnementale.
Monsieur le ministre, quand Attendez, que je termine sur cette idée. Donc, tout cela est annexé. Nous avons demandé que ce soit inclus dans le PDSEC et que ce soit financé ce plan, effectivement. Donc, l'État a fait, au plan législation, on a les outils, on a les moyens financiers, on a les élus communaux, on a les ONG qui doivent assister les communautés, on a les communautés elles-mêmes. Maintenant, ils ont instauré, à partir de l'atelier de Kenyeba, l'une des recommandations au niveau des ONG, notamment la GIZ, qui assiste des ONG, c'est de dire qu'il y aura désormais ces séances d'interpellation publique et de reddition des comptes par rapport à tous ces flux financiers. Et on a prévu aussi la décentralisation et la déconcentration de l'ITIE au niveau local, ce qui se fait au niveau global, là, que ça se fasse aussi au niveau local. Voilà. Alors, monsieur le ministre, quand pour une localité comme Fourou, avec la mine d'or de Siama, on a juste comme investissement un lycée public, une salle de spectacle, un château d'eau et des salles de classe, l'État est d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, mon souhait, c'est que, effectivement, tous ces investissements précèdent l'activité minière, d'ailleurs. Que l'opérateur minier vienne trouver que ça, c'est déjà fait par l'État, la communauté, ou qu'il y ait mutualisation alors des efforts de l'État et de la communauté, parce que c'est des opérateurs qui payent leurs impôts aussi. Hein? Donc, ce qu'ils font, généralement, dans le cadre... Parce que quand Fourou se faisait dans les années 91, il n'existait pas ce plan de développement local là, dans les EIS que j'ai cités. Donc, c'était un peu du bon vouloir de la société minière, négociation avec les communautés, et pour faire un certain nombre. La maternité, c'est qu'on fait la maternité. Est-ce que vous l'avez cité, la maternité? Non, je ne l'ai pas cité. Voilà, donc il y a des choses que vous ne citez pas. Il y a beaucoup de forages d'eau, il y a des ouvrages d'art sur des rivières qui ont été réalisés, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites à Fourou dans ces années-là. Aujourd'hui, il y a Fourou, la mine de Siama, qui a une négociation avec nous pour une interconnexion sur le réseau d'EDM, le réseau énergie d'EDM, et sur toute la ligne de Siama à Sikasso, tous les villages vont être électrifiés, et donc c'est un plus. Ça, c'est dans le cadre du développement de la mine souterraine qui va commencer bientôt. Alors, donc ça, une mine commence tout petit, mais ça peut donner beaucoup plus de choses par la suite. Et il faut reconnaître que maintenant, on a mis l'accent sur le développement communautaire. Ça a été une promesse du président. Et ça prendra effet à partir des nouvelles mines ou alors ça va même les anciennes. Même les anciennes. Aujourd'hui, toutes les anciennes mines, les opérateurs miniers disent, ils appellent les communautés notre communauté, en réalité. C'est de la politique? Je ne pense pas que ce soit de la politique, parce que c'est leur sécurité. Et leur sécurité n'est garantie que si autour d'eux, ils s'entendent avec les populations autour, les communautés autour. C'est ce qu'ils appellent la licence sociale de la compagnie minière. Alors, monsieur le ministre, parlons orpaillage traditionnel. On assiste à une véritable nouvelle ruée vers l'or au Mali qui se traduit donc par la multiplication des sites d'orpaillage traditionnels et qui drainent beaucoup de monde. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur le territoire malien. Ce secteur informel qui pend de l'ampleur, vous le considérez comme un mal ou comme un bien? Ce secteur traditionnel, vous dites bien traditionnel. Là, je dis informel. Ah, informel. Parce que vous avez dit l'orpaillage traditionnel. Oui, j'ai dit les deux. mais dans la question, c'est le secteur informel qui prend de l'ampleur. Est-ce que c'est un mal ou c'est un bien? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de mal là-dedans. L'orpaillage, tel que nous l'avons connu de manière séculaire au Mali, est une tradition, c'est accepté par les compagnies qui sont venues trouver ces orpailleurs sur place. Mais l'orpaillage traditionnel. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons regarder ça différemment, certainement, en faisant l'analyse et en faisant le tri. Même ceux qui étaient
un peu tolérants par rapport à ça par le passé, qui revisitent les sites aujourd'hui, se sentent interpellés quelque part par d'abord le flux, parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de bras valides qui ont déserté les champs. Ouais. Pour, les écoles aussi. Voilà, qui prennent énormément de risques. On parle aussi des enfants, absolument, filles et garçons, qui ont déserté les classes. On parle des maîtres d'école qui ont déserté les classes, qui utilisent souvent une main-d'œuvre bon marché. Et on parle d'un afflux de tous les pays qui sont autour de nous, où on est beaucoup plus exigeant par rapport à ce secteur que nous. Nous, on est beaucoup plus accueillants. Et du fait que c'est les mêmes communautés qui sont de part et d'autre des frontières, donc on a beaucoup d'afflux et avec des pratiques, avec des produits chimiques, et, disons, auxquels nous ne sommes pas habitués. Vous dites qu'on est un peu plus accueillant. On est tolérant, on est beaucoup plus... C'est plus que de la tolérance, excusez-moi. Non, on est accueillant, nos populations sont accueillantes. C'est plus que cela. C'est plus que cela. On est accueillant. On ferme les yeux sur des choses graves. En tout cas, c'est des choses graves. Mais est-ce qu'on ferme les yeux? Je ne crois pas. Je crois pas. C'est peut-être un pays qui est un peu plus fragile que les autres aujourd'hui, où les forces de sécurité sont sollicitées sur plusieurs fronts, avec des moyens limités, et qu'il faut... et des méthodes doivent être recherchées. Cela dit, dans la recherche de solutions, toujours, parce que je pense que c'est ça le plus important, nous avons imaginé depuis très longtemps ces couloirs d'orpaillage pour pouvoir cantonner les orpailleurs dans ces sites-là. Et aujourd'hui, les sociétés minières, dans leur permis elles-mêmes, sont en train de parler aux villages, aux villageois, de négocier avec ceux-ci pour faire des forages, rendre de l'eau disponible dans les couloirs d'orpaillage, déterminer des zones qui sont adaptées à leurs pratiques de manière saine et qui seraient rentables pour ces sociétés-là, pour les aider à se fixer et à faire une activité rentable. Le problème, c'est que la pratique n'est plus saine. Qu'est-ce que vous faites pour qu'elle devienne saine? Il va falloir faire le tri. Il va falloir faire le tri. Mais ça se fait avec tout le monde. Ça ne se fait pas uniquement avec la force, ça se fait avec les communautés elles-mêmes. Et je voulais rappeler une déclaration qui a été faite à Kenyeba. C'est venu des représentants des communautés, puisque vous dites qu'est-ce qu'elles pensent de ceci, cela. Il y en a un qui s'est levé, qui a pris la parole, qui a dit, alors, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui se mêlent à nous, qui viennent avec des pratiques, des produits qui ne sont pas de chez nous, et qui polluent nos rivières, qui polluent nos terres. Quand ces personnes-là repartent avec leur or, ils vont aller construire chez eux, ils vont entretenir leurs femmes, enfants, ils vont faire des investissements chez eux, et nous restons avec des terres qui ne sont plus propices à l'agriculture, qui ne sont plus propices à l'élevage, et il n'y a plus d'or, et nos eaux sont polluées. Il dit, ici vous êtes là, tous les chefs de village réunis, tous les notables de Kenyeba, vous savez qui ils sont, où ils sont, où les produits sont gardés, et comment c'est véhiculé, d'où ça vient et à quoi ça sert. Il dit, si on n'arrête pas ça nous-mêmes, c'est ce qu'il a dit, et si on n'arrête pas ça nous-mêmes, on ne peut pas s'en prendre ni aux autorités, ni à qui que ce soit. Traduction, si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous on prendra les nôtres. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'État est là pour prendre ses responsabilités avec eux. Mais aujourd'hui, l'État va être dans un dilemme s'il faut venir marcher et sur les délinquants et sur les notabilités en même temps pour résoudre un problème. En ce moment, c'est la presse qu'on aura sur le dos. C'est tout le monde qu'on aura sur le dos. Donc en fait, il faut faire le tri, mais il ne s'agit même pas de ceci uniquement, parce que souvent, même ceux qu'ils appellent des étrangers ont des partenaires ailleurs.
C'est un système qui est devenu rentable dans un réseau qui est beaucoup plus méandreux et une toile qu'il faut examiner. Voilà. Merci. Parlant des solutions, toujours, Monsieur le ministre, il y a un arrêté interministériel pour réglementer les périodes de fermeture et d'ouverture des sites d'orpaillage. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, les éboulements avec beaucoup de morts, surtout l'année dernière, rappelez-vous, pendant l'hivernage à Koubada, il me semble que cet arrêté interministériel-là a pris de la poussière dans les tiroirs. Oui, je vois certains gouverneurs qui font des efforts. Même Sikasso, j'ai vu récemment, qui sont en train de se battre pour faire ça. La région de Caille aussi a un partenariat avec les mines pour mettre en œuvre cet arrêté sur un certain nombre de sites. Mais c'est vrai que l'arrêté n'est pas totalement respecté, pour ne pas dire plus. C'est vrai. Et que comptez-vous faire? L'arrêté, on va relancer cet arrêté, mais l'arrêté visiblement ne suffit pas. Au-delà de l'arrêté, il y a eu le forum sur l'orpaillage qui a fait des recommandations, un plan d'action où il y a des budgets. Mais le premier point du plan d'action, c'était la définition des couloirs d'orpaillage, ce qui a été fait. Mais le couloir d'orpaillage est ignoré complètement par les orpailleurs qui ne veulent pas y aller. Il n'y a pas d'eau parce qu'ils connaissent d'autres sites qui ont fait l'objet d'exploration et qui savent qu'il y a du minerai là. Et que l'orpaillage aujourd'hui même a changé de nature parce que ce n'est plus l'orpaillage traditionnel comme vous l'avez appelé. C'est des pelles, c'est des concasseurs, et c'est des gens qui descendent plusieurs dizaines de mètres maintenant sous terre. Et donc on ne peut plus comparer à ça génère des conflits avec les industries minières, avec les pays voisins, avec les communautés. Bon, avec les pays voisins, je n'ai pas encore... Oui, Guinée, Mali. Ah ouais, les communautés qui se... Oui, entre elles, oui, c'est vrai que ça arrive. Et que l'État est obligé d'intervenir pour apaiser les conflits. Alors, un seul mot, Monsieur le ministre, de l'impact environnemental pour boucler ce long chapitre quand même sur l'or qui a été malheureusement trop long. Alors, avec tous ces sites d'orpaillage répertoriés à travers le pays, quand ça finit, c'est des champs détruits, des cours d'eau empoisonnés, avec les compagnies minières aussi, quand l'or finit, c'est de grands cratères qui sont ouverts. Alors, quelles mesures pour lutter contre cet impact environnemental concrètement? Alors pour les mines industrielles, je suis obligé de dire qu'il y a une étude d'impact environnemental et social et puis un plan de fermeture des mines. Donc quand une mine ferme, il y a toujours des négociations pour la fermeture avant que l'opérateur passe la main au gouvernement ou à un repreneur selon les vocations du site qui sont définies par la commission de fermeture. Le Mali n'a pas d'expérience de fermeture de mines jusque-là. Donc nous sommes en face des premières fermetures de mines. C'est pourquoi moi j'en ai fait un volet important de mon activité actuellement. Nous avons un exemple à Morila, qui n'est pas un mauvais exemple, où l'opérateur a imaginé un projet d'agrobusiness avec les populations, donc qui est en train de se mettre en place. Et il y a des opérateurs qui ont fait différentes propositions, et je suis confiant que dans le cas de Morila, ce sera un exemple à suivre, parce qu'il y aura un opérateur qui va prendre et puis qui va continuer à donner de l'emploi aux communautés et qui va continuer dans l'aviculture, la pisciculture et même peut-être un projet agro-industriel dans tel ou tel domaine. Je ne vais pas en dire plus, mais ça, c'est des choses qui sont très précises. Alors, bon, l'orpaillage, c'est lié à la nature informelle de l'activité que vous avez citée. Donc, il y a des efforts qui ont été entrepris pour essayer de formaliser l'orpaillage, de l'amener dans le formel, de l'organiser un peu.
Il y a eu des coopératives par le passé. À Sitakili, il y en avait. Mais c'est des coopératives qui ont disparu, comme ça, comme par enchantement. Donc, visiblement, ce n'est pas ça la solution. Les petites mines font l'objet d'une législation spécifique. Mais aujourd'hui, on a des exploitations mécanisées, mais qui ne s'inscrivent pas dans l'optique de la petite mine, parce qu'ils ne viennent même pas chercher des titres. Ils vont trouver un site qui est déjà exploré par quelqu'un d'autre qui a investi dans le cadre de l'exploration, et ils viennent, ramassent, et puis ils commencent à traiter, et par l'effet de nombre, ils imposent leurs règles. Alors, mais ça, l'État doit résoudre ces problèmes-là. Une fois que le tri est fait, que ceux qui sont petites mines doivent aller dans la législation, parce que la législation existe, on peut s'occuper de l'orpaillage, en faisant en sorte que l'orpaillage soit géré entre l'opérateur minier qui a le permis ou les zones libres de tout permis, mais selon des normes et des pratiques. Ça peut rester dans, je ne dirais pas dans le domaine informel, mais dans le domaine artisanal en ce moment. L'or artisanal peut être commercialisé, peut être transformé localement par les bijoutiers. Et tout ça, ça peut être dans le prolongement de l'artisanat. Dans le cadre de la diversification, notre pays a souvent exploré beaucoup de pistes, parmi lesquelles le pétrole, monsieur le ministre. Alors, une question pour entrer dans le pétrole. Il paraît que cela nourrit un peu le conflit au nord. Vrai ou faux? Je l'entends. Comme vous l'entendez, je n'ai pas les moyens de vérifier, mais je m'imagine bien que ça peut exciter certains esprits et croire que c'est l'Eldorado et puis dès demain on va avoir le pétrole et puis on sera riche comme le Koweït ou l'Arabie Saoudite. Mais le pétrole, aujourd'hui, même les pays qui l'ont depuis des années ont des soucis avec le prix du pétrole. Donc ça veut dire que le pétrole en lui-même n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment le développement harmonieux, c'est la paix, c'est la sécurité. Et le potentiel pétrolier du bassin de Taoudéni est relativement faible. C'est ce qu'on appelle les nouvelles frontières, où l'exploration vient quand le prix du pétrole est très haut. Et maintenant, quand les prix sont bas, comme en ce moment, les sociétés ne viennent pas toujours dans le bassin de Taoudéni. Nous avons eu la chance, à un moment où les prix étaient plus hauts, le gouvernement a pris les bonnes décisions et a créé l'OREP, l'agence, découpé les bassins en blocs, proposé à l'investissement et les investisseurs sont venus. Donc il y a eu des études complémentaires sur la base de synthèses qui avaient été faites dans les années 80, au début des années 80. Aujourd'hui, avec toutes ces données, on a la possibilité, maintenant qu'on est dans le creux, de préparer le prochain cycle. Donc de faire encore de nouvelles synthèses et d'aller vers l'exploration. Le premier baril déjà en 2009, M. le ministre. Oui, oui. Ceux qui l'avaient annoncé avaient peut-être de bonnes raisons. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de raison de dire qu'on aura un baril en 2017. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous donner d'année en disant on aura les barils. Je peux vous dire seulement j'espère qu'on aura le baril un jour ou l'autre. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Le bassin de Taoudéni aujourd'hui n'offre pas d'argument, surtout aux géologues pétroliers que je suis, de dire qu'on aura le baril tel jour ou telle année, mais ne m'autorise pas non plus de dire qu'on n'aura pas le pétrole dans le bassin de Taoudéni. D'accord, monsieur le ministre, si la recherche du pétrole aujourd'hui n'est pas une priorité pour vous, est-ce que c'est parce que vous craignez la malédiction du pétrole ou bien c'est parce que le cours du pétrole a chuté? Je n'ai pas dit que ce n'est pas une priorité. Apparemment. Non. Elle est arrêtée à cause du conflit? Non. Vous savez, un géologue, c'est comme un chasseur. Hein? Vous tirez sur un gibier que vous avez à vue. C'est ça. Vous savez, vous n'allez pas vous mettre devant une forêt
et tirer en disant je suis sûr qu'il y a du gibier dans cette forêt, et puis aller vérifier après s'il y a un que vous avez touché pour ramasser. Vous allez perdre beaucoup de balles. C'est ça. Voilà. Donc, s'il y a un objectif en vue, on y va. C'est ça ma réponse. Par rapport au pétrole, il y a des étapes à franchir. Aujourd'hui, tous les blocs qui avaient été pris ont été abandonnés. Tout est arrêté à cause du conflit ou pour d'autres raisons? À cause du conflit, il y en a un qui s'apprêtait à faire des forages, semble-t-il, et puis ce forage n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le conflit. Ça, c'est le bloc 20. Maintenant, il y a d'autres blocs où il y avait l'exploration, qui ont été délaissés ou gelés. Maintenant, avec la paix, on espère que les opérateurs vont revenir. Et il y a d'autres blocs qui sont convoités par des opérateurs nationaux. Le nouveau code pétrolier a passé en Conseil des ministres, le décret a été adopté récemment. Les conventions avec ces opérateurs sont en train d'être négociées. Aujourd'hui, le bassin de Taoudéni, il y a des informations comme quoi il y a de nouvelles méthodes d'évaluation qui lui accordent du crédit, ce qui nous donne l'espoir que quand il y aura la paix, les investisseurs vont revenir. Mais nous, les moyens que nous avons, parce que les données qui ont été produites pendant ces dernières années, depuis que l'OREP existe, sont disponibles. Et nous allons y mettre les efforts pour faire actualiser les synthèses qu'on avait avant et faire de la promotion sur ces bassins. Monsieur le ministre, un mot des autres ressources minières du pays. Qu'est-ce qu'il y a de plus prometteur dans ce pays en matière de diversification et sur quoi vous comptez mettre l'accent dans les D'accord. Nous avons un pays qui a les plus grandes ressources de calcaire de la sous-région. On a une industrie de ciment qui explose aujourd'hui. Il n'y a pratiquement pas de mois s'il n'y a pas un investisseur qui vient demander un permis, il se chevauche pour faire une usine de ciment. Il y a eu Wassem, il y a eu les Marocains, il y a Dangote, il y a d'autres qui sont là, qui font du ciment. Et la mine de Loulo consomme 300 tonnes de ciment par jour. Yatela en consomme 100 par jour. Donc il y a d'autres mines souterraines qui s'ouvrent et qui demandent du ciment, ainsi de suite. Il y a la chaux. Il y a un opérateur national qui a construit une usine de chaux et qui est prête à démarrer. La chaux, jusque-là, vient des usines de Carmeuse. Carmeuse, qui est une entreprise belge et qui fait de l'ensachage à Téma, au Ghana. Donc ça, c'est déjà de la diversification. Vous avez du calcaire qui est fait par Stone depuis des années, des carreaux et tout ça, ça c'est du domaine minier. Alors, ça c'est ce qu'on peut faire comme production de proximité. Donc, il y a le manganèse qui était exploité dans le nord, qui s'est arrêté pour raison d'insécurité. Il y avait 9 entreprises au nord qui se sont arrêtées pour l'insécurité. C'était manganèse, phosphate, uranium essentiellement. Les deux autres, le manganèse c'était l'exploitation, l'uranium phosphate c'était l'exploration et la construction de mine, une nouvelle mine pour le phosphate, l'engrais par Toguna. D'accord ? Alors, au sud, vous avez des gisements de bauxite, vous avez du fer, et vous avez beaucoup d'autres minéraux. Vous avez le lithium à Bougouni pour les batteries électriques. Une ressource à substituer immédiatement à l'or, éventuellement? Non, pas à substituer, à accompagner l'or. L'or, on a des ressources. Là, on a 900. Là, on a plus de 800 tonnes connues en ressources et en réserve, et pour une production au rythme actuel de 16 ans. D'accord. On a de l'or garanti pour 16 ans encore. Mais si on devait substituer quelque chose à l'or aujourd'hui, ce serait quoi? On ne substitue pas, on accompagne. Maintenant, d'autres substances qui peuvent apporter quoi? Parce que c'est des substances différentes. Si on avait les infrastructures, c'est-à-dire l'énergie et le transport, on pouvait commencer à faire le fer, la bauxite, ça c'est beaucoup plus industrialisant. Et ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus d'énergie.
que l'or, c'est différent. Puisque vous ne voulez pas entendre parler de substitution, est-ce qu'il y a une autre ressource qui peut nous rapporter autant que l'or nous rapporte aujourd'hui? Ah ouais, vous parlez des finances publiques, vous. Hein? Vous parlez des finances, vous parlez comme un ministre des Finances. D'accord. Ah, peut-être que je le ferai. Ouais, d'accord. Alors, quelque chose qui peut nous rapporter beaucoup plus que l'or, c'est le diamant. On avait nourri un espoir comme ça après le sismine, parce qu'il y a beaucoup de petites anomalies géophysiques qu'on avait identifiées, qui pouvaient être des kimberlites, qui ont été testés, qui n'ont pas tout donné. Mais des indices de diamants existent et la recherche dans ce domaine aussi progresse. Et si jamais on avait ça, on pourrait valablement remplacer l'or. Oui, effectivement. Ok, des sources locales, monsieur le ministre, annoncent que l'exploitation de l'uranium serait en cours à Kidal par des puissances étrangères. L'information a fait la une de certains journaux il y a 2 mois. Vous en savez quelque chose? Localement? Des journaux ici au Mali? Oui, au Mali. Ah oui, non. Bon, ça ferait plutôt sourire, quoi, parce que qui connaît comment fonctionne une usine, une mine d'uranium? Il faut aller voir à Arlit. Je crois que le président de la République était récemment en Namibie. Vous avez vu la mine d'uranium. Donc, c'est des tonnes et des tonnes de minerais avec de très faibles teneurs. Les teneurs sont extrêmement faibles, moins de 10%. Et qu'on envoie à l'usine avec beaucoup d'eau pour transformer des intrants en ce qu'on appelle les yellow cakes. Les yellow cakes qu'on met dans des fûts qui sont transportés par train ou par camion pour aller au port, après par bateau. Je vois mal comment ça peut se faire dans le contexte actuel, en l'espace de 2-3 ans de Serval, les mines d'uranium pour développer, après la recherche, qu'on a déjà découvert qu'il y a une mine. Vous avez Rockgate qui était à Faléa, qui s'est fait racheter récemment par Denison. Justement, j'allais en venir. Oui, bon, donc c'est des années et des années de recherche. Avant Rockgate, il y avait Areva là-bas. Avant Areva, il y avait Kojima depuis les années 80. Alors Kidal, vous dites que ce n'est pas possible. Faléa, l'opérateur apparemment s'est retiré. C'était à cause de la pression, de tout le bruit que cela a soulevé, ou parce que le prix du minerai a chuté? Est-ce que l'opérateur s'est retiré? Selon les informations que nous avons, oui. L'opérateur a été racheté par une autre société. Oui, c'est cette société qui s'est retirée selon nos informations. Denison s'est retiré? Oui. Ah, ça doit être très récent alors, parce que cette information n'est pas remontée à moi. D'accord. Vous êtes rapide. Vous êtes très très rapide. Donc si la société s'est retirée, c'est peut-être à cause du prix de l'uranium, parce que les sociétés sont habituées à la pression, sont habituées au conflit, et il faut retenir que de 2012 à aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé, les sociétés n'ont pas perdu une journée de production. Elles ont produit tous les jours au même rythme, tel que planifié. Il n'y a pas eu un jour de production de perdu. Elles se sont adaptées, ils ont substitué du personnel national aux expatriés, ils ont piloté à distance, ils ont formé. Vous avez à Loulo aujourd'hui une mine comme Gara, une mine souterraine que j'ai visitée, où il y a des centaines de jeunes Maliens qui opèrent la mine dans toutes ses composantes, avec une moyenne d'âge de 30 ans. Alors, Monsieur le ministre, je vous propose qu'on termine sur la Chambre des mines. Votre prédécesseur a tenté de la réformer à travers un décret portant organisation et modalités de fonctionnement. Cela a suscité beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe en l'état actuel? Elle ne peut pas jouer pleinement son rôle. Qu'est-ce que vous voulez changer? Alors, la Chambre des mines a été imaginée et conçue, au Mali, comme partout d'ailleurs dans tous les pays miniers, pour servir d'interface entre les opérateurs miniers et l'État. C'est une chambre professionnelle
qui a un rôle très important dans le secteur minier. Il y a beaucoup de questions qu'on a débattues aujourd'hui et des questions qui me sont posées par rapport aux communautés, par rapport, je parle des entreprises minières, je parle des orpailleurs, je parle dans d'autres pays, ce serait peut-être le président de la Chambre des mines qui serait interpellé sur ces questions-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour apaiser ce climat, pour faire en sorte que le secteur soit beaucoup profitable pour tous les acteurs du secteur. J'ai beaucoup de respect pour cette institution. Non, je dois dire que je ne sens pas la Chambre des mines dans ce rôle-là. Je vois très souvent le président de la Chambre et d'autres membres de la Chambre, et je le leur dis amicalement, parce qu'on a des relations très amicales et on ne parle que du secteur. C'est-à-dire qu'on arrête des querelles et puis à parler des personnes, mais parler des problèmes et du secteur et rechercher des solutions. Mais on avance. On avance avec ce qu'on a et pour mettre en place une chambre des mines qui représente l'ensemble des opérateurs du secteur. Il y avait justement une question qui fâchait un peu, si j'ai bien compris, c'est l'entrée des opérateurs internationaux dans la chambre des mines. Elle est résolue? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous même, Rien, en termes de bon sens. Non, vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes citoyen de ce pays. Vous êtes citoyen de ce pays et puis vous analysez. On ne doit pas être neutre sur des questions comme ça. Et puis il faut donner des opinions parce que une chambre des mines d'où vous excluez ceux qui font... Le Mali fait 50 tonnes, le secteur artisanal est réputé en faire 4. Avec tout ce que vous avez cité vous-même dans vos questions qui sont déjà suffisamment explicites sur tous les problèmes que ces secteurs posent, qu'on les appelle informels ou traditionnels. Donc 4%, c'est 4 tonnes sur 50, c'est 8% de la production. Mais c'est les 42% qui payent 100% des taxes. Et qui payent 100% du personnel salarié formel du secteur. Ce n'est pas normal qu'il soit exclu. Est-ce que c'est normal qu'il soit exclu de la Chambre? Non. Est-ce que c'est normal que l'opérateur national, il y a un national que vous avez cité, qui fait beaucoup d'efforts, qui va chercher des partenaires au niveau des banques, qui prend tous les risques, qui paye les taxes, et qui paye ses redevances, et qui est aussi dans le pétrole, parce qu'il est à Petroman, il paye ses redevances à l'OREP, et que celui-ci ait une carte, et que l'orpailleur qui a une carte de 100 francs ait la même voix, le même poids et décision pour ce que la Chambre doit faire. Donc que l'opérateur étranger qui vient, qui paye 300 millions de dollars d'investissement, et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec son investissement, il ait la même voix que celui qui a payé sa carte à 100 francs. Il faut que cela change. Tout cela fait partie de vos réformes. Donc, voilà. Il faut que la personne qui prétend diriger la Chambre soit une personne représentative de l'ensemble des opérateurs miniers. Donc la Chambre peut avoir une activité très positive, valorisante, et que ce ne soit pas toujours des discussions à ne pas terminer. Absolument. On souhaite pour vous une chambre comme ça au Mali. On espère bien que les réformes que vous envisagez vous permettront d'aboutir à cela. Le temps qui nous est imparti est largement dépassé, Monsieur le ministre. Ah déjà, oui. je me plaisais à votre compagnie. Nous aussi, mais on va devoir arrêter. Non, je me plaisais vraiment à votre compagnie. Nous aussi, mais on va devoir arrêter. J'aurais voulu continuer, mais je suis à votre disposition pour continuer ces discussions, ces débats, autant que vous voulez. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Action gouvernementale. Bonne suite de programme sur l'ORTM.